Sud Radio, l'invité politique. Benjamin Glaise. 8h35 sur Sud Radio, mon invité politique ce matin, Mathieu Vallet, député européen, porte-parole du Rassemblement National. Bonjour. Bonjour à vous, merci de votre invitation. Merci d'être avec nous, surtout sur ce lundi de Pâques. Beaucoup de sujets d'actualité. On va revenir notamment sur ce qui se passe autour de nos prisons avec ces attaques répétées encore ce week-end. Mais d'abord, quelques mots sur Mayotte. Emmanuel Macron qui est arrivé sur place 4 mois après le passage du cyclone Chido. Il est arrivé il y a 1 heure précisément. Ces premiers mots, on a répondu à l'urgence extrême. Je suis là pour faire le constat de ce qui a été bien fait et ce qui n'a pas été assez bien fait. Est-ce qu'il faut se réjouir de cette visite d'Emmanuel Macron, de la présence d'Emmanuel Macron sur l'archipel mahorais? Je pense qu'aujourd'hui, les Mahoraises et les Mahorais se sentent bien seuls et ont le sentiment d'être des citoyens de seconde zone, des sous-citoyens et de pas être des Français à part entière de la part du président de la République. On a Enchia Bamana, notre député Rassemblement National de Mayotte avec Marine Le Pen, qui a toujours eu soin de prendre attention à ses habitants qui, pour nous, sont des habitants à part entière de la République. Et vous savez, sur la sécurité, sur l'eau, sur l'habitat, sur l'électricité, sur l'éducation, rien n'a changé. Et d'ailleurs, personne n'en a parlé, mais vous avez eu ce gendarme hors service qui est aujourd'hui à l'hôpital militaire de Percy en France, puisqu'il a été rapatrié en métropole, qui s'est fait sauvagement agresser et dont une enquête a été ouverte par le parquet sur une tentative d'homicide. Et on voit bien qu'aujourd'hui, nos gendarmes, nos policiers là-bas ont bien du mal à faire régner la sécurité, non pas parce qu'ils laissent faire les choses, mais parce qu'ils sont seuls en première ligne. Et pareil, l'eau, on a dépensé plus d'1 milliard d'euros pour rendre la Seine potable pour les Jeux Olympiques, et malheureusement, nos compatriotes mahorais n'ont plus accès à l'eau. En tout cas, Emmanuel Macron est sur place justement pour être confronté, pour se confronter à la réalité. Je sais pas si c'est lui qui va construire une usine de désalisation pour que les gens puissent avoir accès à l'eau potable comme tout compatriote français, mais en tout cas c'est une priorité, comme la sécurité, comme l'éducation. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui ne sont pas dans des conditions satisfaisantes de pouvoir suivre des cours comme dans toutes les écoles de la République. Donc moi j'en ai marre qu'il y ait 2 républiques, celle de la métropole et celle de Mayotte. Et d'ailleurs on attend toujours que la promesse de M. Darmanin, qui est celle de la suppression du droit du sol ou de la lutte contre l'immigration régulière, notamment venant des Comores, soit appliquée. Ça a été annoncé il y a plus d'1 an et aujourd'hui les promesses n'ont pas été tenues. Donc beaucoup de promesses et aussi beaucoup de paresse. Et le chef de l'État, j'espère qu'il aura des respects pour ses habitants. Rappelez-vous ces scènes où il les humiliait, où il les méprisait, alors qu'il venait de subir ce cyclone Chido, qui venait de les mettre à genoux face notamment aux dégâts que vous évoquiez dans votre journal tout à l'heure. On va suivre en tout cas cette visite tout au long de cette journée du côté de Mayotte, mais venons-en tout de suite à cette loi, j'en parlais, cette loi des séries qui n'en finit pas, multiplication des attaques contre des prisons depuis une semaine, encore une ce week-end, du côté de la maison d'arrêt de Lyon-Corbaz, qui a été ciblée à son tour. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas aujourd'hui à arrêter cette loi des séries? D'abord, moi je rends hommage au travail des policiers. Vous l'avez pas évoqué, mais dans la prison de Sabord dans l'Indre, on a des policiers qui ont voulu intercepter un véhicule d'où viendrait un drone samedi 19 avril, samedi de ce week-end. Et donc lorsque les fuyards ont été pris en charge par la brigade anticriminalité et la police municipale, ils ont pris la fuite. Et dans leur fuite, ils n'ont pas hésité à percuter une voiture de police avec 2 agents qui ont 4 jours et 3 jours d'ITT. Et heureusement, comme d'habitude, la police à la fin a gagné et a interpellé les 2 suspects. Les drones aujourd'hui, c'est un vrai sujet. L'administration pénitentiaire n'a pas équipé tous ces établissements pénitentiaires. Il y en a 187, à peine une vingtaine ont été équipés en système de brouillage anti-drone. Ça, par exemple, c'est une mesure concrète qui aurait dû être appliquée sur tous les établissements pénitentiaires. Et on n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que moi, j'ai écouté chez vos confrères du Parisien et dans d'autres journaux le témoignage de surveillants et d'agents pénitentiaires. Aujourd'hui, les détenus font la loi dans nos prisons. Et il faut arrêter. Vous avez à Marseille, par exemple, dans la reconstruction de la prison des Baumettes, un théâtre qui va ouvrir. Vous avez dans la maison d'arrêt de Grasse un terrain synthétique qui coûte plus d'1,5 million d'euros qui a été mis à disposition des détenus. Il faut arrêter tous ces délires où on leur fait faire des visites au château de Versailles, des visites culturelles, des déplacements de randonnée ou d'Achapenne. Et pardon, mais leur bien-être, leurs conditions, c'est pas mon problème. Si tu veux vivre correctement, tu fais pas de conneries et tu iras pas en prison. La logique de Gérald Darmanin, c'est de dire les gros narcotrafiquants, hop, en prison, haute sécurité, dans des conditions de détention quand même assez sévères. Oui, mais il a fallu 7 ans à M. Darmanin et à M. Macron pour estimer qu'il fallait des prisons de haute sécurité pour les narcotrafiquants, alors qu'on a... Ah bah oui, mais non, moi j'en ai marre de compter les victimes. Sokaina à Marseille, cette étudiante qui était chez elle, qui a pris une balle de Kalachnikov de la part d'un narcotrafiquant, le petit Fayed à Nîmes, qui rentrait avec son oncle militaire, qui a aussi pris une balle. Il a fallu toutes ces victimes, tout ce sang versé, tous ces gens qui payent leurs impôts et qui n'ont rien demandé, pour qu'on estime qu'il fallait isoler les narcotrafiquants. Mais M. Dupond-Moretti, il a fait quoi? Il a installé dans chaque cellule des cabines téléphoniques. On nous dit elles sont écoutables par les services de renseignement ou par le renseignement pénitentiaire. Mais d'accord, mais le plus simple, c'est qu'il n'y en ait pas du tout. Moi, je suis désolé, aujourd'hui, la prison, ça doit pas être le Club Med.
Et le bien-être des détenus, moi j'en ai rien à cirer. Il faut aujourd'hui qu'on ait une politique stricte, une politique ferme. Et d'ailleurs, l'Europe nous avait déjà mis à genoux, puisque vous savez qu'après les parloirs, les fouilles n'étaient plus systématiques. Et en plus, à chaque fois, la parole du surveillant est en dessous du voyou, du détenu finalement. Donc c'est comme les policiers. Aujourd'hui, il faut tout refaire et il faut remettre l'autorité au cœur de ces prisons. Il faut qu'il n'y ait pas de téléphone portable. On peut mettre des brouilleurs dans les prisons. Il faut qu'il y ait des systèmes anti-drones dans toutes les prisons. Et moi, je suis désolé, sur 187 établissements pénitentiaires, je ne veux pas qu'il y ait que 2 établissements où on mène la vie dure aux détenus. Je veux que dans les 187 établissements, ça soit le surveillant qui dirige. Et aujourd'hui, retour du QHS dans toutes les prisons, quartier haute sécurité. Mais bien sûr, mais il faut que dans les 187 établissements pénitentiaires, la loi soit la même partout. Alors je me réjouis qu'au dernier concours des surveillants pénitentiaires, il y a eu un certain nombre de candidats. Vous savez qu'aujourd'hui, les syndicats d'administration pénitentiaire estiment qu'il manque 4000 agents. 4000 agents. La première sécurité des agents, c'est de pouvoir être en nombre dans les prisons pour gérer les coursives. Quand vous avez un gardien, un surveillant, un agent d'administration pénitentiaire qui gère une coursive de 70, 80, 85 détenus, sa sécurité n'est pas assurée. Donc ça passe aussi par là. Mais malheureusement, on a des choix politiques qui nous ont menés dans le mur, dans beaucoup de sujets d'ailleurs, et la prison ne fait pas exception. Sur l'attaque contre les différentes prisons, le parquet national antiterroriste qui a ouvert une enquête. Pour le moment, pas de piste privilégiée, c'est ce que dit le procureur. Vous êtes ancien commissaire de police, vous voyez clairement ici la signature des narcotrafiquants. Moi, je vois clairement la signature de petites frappes. Comme le dit Bruno Retailleau, d'une certaine manière. Oui, moi je vois clairement la signature de criminels et de voyous, dont à mon avis des méthodes de ceux qu'on interpelle dans les cités, dans les quartiers, puisque on voit bien que aujourd'hui on a malheureusement affaire à des pieds nickelés qui finalement s'en prennent à nos agents et à l'administration pénitentiaire. On sait qu'il y a des enquêtes qui vont avancer vite quand je lis les articles de vos confrères, et surtout il faut qu'on puisse dire qu'aujourd'hui on met pas à prix la tête des agents de l'administration pénitentiaire, encore moins des surveillants pénitentiaires. Il y a des vendettas qui sont aujourd'hui. Non, mais il y a des vendettas qui sont menés. Ils sont non seulement photographiés, filmés à leur insu lorsqu'ils sortent des établissements pénitentiaires, ils sont maintenant poursuivis, comme on dit dans le jargon policier, filochés par des voyous jusqu'à leur domicile. Leurs coordonnées, leurs horaires de prise de service, leurs identités sont diffusées sur les réseaux sociaux. Et derrière, il y a des passages à l'acte. Il y a des boîtes aux lettres ou des domiciles qui sont dégradés. Il y a des véhicules devant chez eux qui sont incendiés. Donc oui, je leur apporte mon soutien. Et oui, c'est du terrorisme. Aujourd'hui, on a des criminels, on a des voyous qui veulent instaurer une terreur, faire peur à nos agents de l'administration pénitentiaire, et ils ont peur surtout pour leur famille. Et donc on a déjà eu à Magnonville en juin 2016 avec Jean-Baptiste Salva et Jessica Schneider, ces policiers qui ont été assassinés par un terroriste islamiste devant leur enfant à leur domicile, Mathieu de 3 ans. Donc à l'époque, donc je dis oui, aujourd'hui c'est pas une vue de l'esprit, il faut les protéger et il faut que la loi soit de leur côté, il faut que les peines elles passent fortes et qu'elles soient fermes vis-à-vis de ceux qui seront interpellés. Les trafiquants n'ont plus peur de rien aujourd'hui en France? Ah bah écoutez, moi j'ai un de mes collègues, un de mes frères d'armes, Éric Masson, qui en mai 2021 a été exécuté par un dealer en pleine rue, en plein jour, en plein centre-ville d'Avignon. Donc ça fait longtemps que les narcotrafiquants n'ont plus peur de rien, et que le projet de loi de narcotrafic que nous avons voté, si on l'avait pas voté, il serait pas passé. Voté, ouais. Bien sûr, c'est grâce à nous qu'il a été adopté. Aujourd'hui, il faut être très clair, monsieur. C'est que ceux qui prônent la légalisation de la drogue, ils prônent en fait le terrorisme. On sait qu'aujourd'hui, il y a une porosité, il y a un financement de la drogue qui va vers le terrorisme. En Afghanistan, par exemple, vous avez de l'héroïne qui est principalement l'une des sources des revenus des djihadistes et des talibans. Donc il faut dire les choses. Dans nos territoires comme à l'étranger, aujourd'hui, la drogue finance le terrorisme. Quand on veut légaliser la drogue, on met le couteau sous la gorge à des États démocratiques comme le nôtre. Et voilà. Il faut le dire, le narcobanditisme se nourrit aussi de la corruption. Il faut le dire. Bien sûr, corruption. De certains agents, mais c'est une minorité dockers, aussi. Ça, c'est un leurre. Moi, vous savez, j'ai été 20 ans policier et j'ai jamais eu le constat de confrères ou de frères d'armes qui ont été corrompus. Ouais, vous peut-être pas, mais pour le coup, on a vu que certains dockers. Vous savez, moi je suis pas inquiet. La loi, elle passe. Faut pas lutter contre ça sur la corruption. Mais on lutte déjà. Mais aujourd'hui, le problème c'est pas la corruption dans notre pays. Aujourd'hui, le problème c'est qu'on a des narcotrafiquants, de petites frappes de cité ou de voyous qui du jour au lendemain passent en fait d'un vol à l'étalage ou d'un refus d'obtempérer à un règlement de compte pour un contrat qui est mis sur la tête d'un narcotrafiquant ou pour rafaler un hall d'immeuble pour faire ce qu'on appelle de la jambisation, pour faire peur à ses concurrents. C'est ça, moi aujourd'hui
qui m'inquiète. La corruption aujourd'hui, elle est menée durement dans une politique faite de fermeté, et c'est pas le sujet pour moi. Le sujet, c'est de lutter contre les narcotrafiquants. Pourquoi je dis c'est pas le sujet? Parce que on a l'inspection générale de la police nationale, on a l'inspection générale des services judiciaires pour la justice, on a l'inspection générale de l'administration pour l'administration. Bref, on a des structures de contrôle interne et d'enquête interne qui permettent de lutter efficacement contre ce phénomène. Et c'est pas une majorité, heureusement, des cas dans notre pays. On a des fonctionnaires qui servent la République avec cœur, passion et souvent au détriment de leur vie familiale et personnelle. Je précise. Mathieu Vallée, je rappelle que vous êtes eurodéputé, porte-parole du Rassemblement national. Un tout autre sujet. Parlons maintenant de Malika Sorel. Elle était numéro 2 de la liste RN sur les dernières élections européennes. Elle a décidé de claquer la porte à la délégation du parti. Elle déclare qu'elle avait rejoint le RN en pensant pouvoir être utile à la France. Finalement, elle se dit déçue. Comment vous interprétez son départ ? Je pense que c'est un gâchis parce que on a tous notre place dans notre Rassemblement national, dans notre parti. Moi, je suis très bien. Je suis fier de servir nos 11 millions d'électeurs. Je suis fier que notre parti est arrivé en tête aux élections européennes. Je sais que la dissolution en juin 2024 a éclipsé ce magnifique résultat des Françaises et des Français, mais c'est la première fois dans l'histoire de l'Union européenne qu'une délégation envoie 30 eurodéputés au Parlement européen, notamment la France, notre pays. Sur Malika Sorel. Bleu, blanc, rouge. Sur Malika oui, mais Sorel. Malika Sorel, moi, je lui dis, je sais que c'est une femme intelligente et que c'est une intellectuelle et qu'elle était élue sous la liste de Jordan Bardella et que quand on s'en va, je respecte son choix et ses convictions, mais on rend son mandat. On a été élu sur un programme politique. Ah mais bien sûr, moi je la respecte, je sais qu'elle s'est engagée toute sa vie au service des Françaises et des Français. Maintenant, on est élu sur un programme, et pardon, mais moi j'ai un énorme respect et une énorme reconnaissance, un éternel reconnaissance vis-à-vis de Marine Le Pen et Jordan Bardella qui nous ont fait confiance. Et donc oui, j'ai été très étonné que finalement, lorsqu'on quitte un mandat, lorsqu'on quitte une fonction, on quitte un mandat. Vous voyez, elle vous a donné des raisons, vous, plus précises, quant à son départ? Mais vous savez, on est concentré sur le travail qu'on doit fournir pour nos électeurs. Moi, mon seul maître, mon seul juge, c'est nos électeurs. Et donc, je pense que aujourd'hui, il faut honorer le programme, notamment lutter contre les traités de libre-échange, lutter contre l'immigration irrégulière, lutter pour la réindustrialisation de notre pays, lutter contre le pacte vert qui met à genoux nos entreprises, mais aussi nos particuliers quand l'Europe voulait arrêter les voitures thermiques neuves en 2035. C'est tout ça, je dis à Malika Sorel, on était dans le premier groupe, le Patriotes pour l'Europe, le premier groupe qui défendons les Françaises et les Français au Parlement européen, et le troisième groupe du Parlement européen. Donc oui, je pense qu'au bout d'un moment, il faut être fidèle jusqu'au bout à ses convictions. C'est facile de s'en aller, mais je pense que c'est plus courageux de laisser son mandat, et en plus ça permettra à une personne suivante sur la liste de pouvoir occuper, en tout cas Éléonore Besse, qui est une élue remarquable et une femme engagée de la ville de Marseille, de pouvoir exercer à nos côtés. Mathieu Vallée, Marine Le Pen condamnée, on le rappelle, en première instance, notamment à 5 ans d'inéligibilité à effet immédiat. C'est l'affaire des assistants du FN au Parlement européen. Décision en appel qui sera connue en juin 2026. Le plan B, Jordan Bardella, pour la présidentielle, ce n'est plus un tabou au sein du parti, au sein du RN? Mais moi, jusqu'au bout, je crois au plan A et au plan B, c'est-à-dire au plan Marine Le Pen et au plan Jordan Bardella, qui sont tous les deux ensemble au plan AB pour pouvoir mener une campagne en 2027, à savoir Marine Le Pen à l'Élysée et Jordan Bardella à Matignon. Moi, je fais pas des plans sur la comète. J'espère que l'appel, confirmera, parce que pour moi, elle confirmera l'innocence. Elle n'a pas été innocente en première instance, mais en tout cas confirmera. On verra, on peut pas le savoir pour le moment. Oui, elle confirmera ses arguments. Oui, absolument. Ses arguments en appel, de pouvoir démontrer que non, il n'y a pas eu un système pour arnaquer le Parlement européen. C'est pas une escroc, Marine Le Pen. C'est une femme sincère. Et donc, je suis désolé, c'est une divergence de vue sur l'usage des assistants parlementaires. Moi, mes assistants parlementaires, évidemment, qui respectent le fonctionnement de l'Union européenne, mais pour moi, ce ne sont pas des fonctionnaires européens, ce sont avant tout des assistants qui aident un député politique. Et donc, on a une divergence sérieuse de vue sur ce que doit être un assistant parlementaire. Ça veut dire que vos assistants travaillent pour le parti par ailleurs? Ça veut dire que mes assistants travaillent pour le député pour lequel les Françaises et les Français ont fait confiance. Donc, ils travaillent uniquement pour mon mandat, mais moi, c'est un mandat politique. Je suis pas un technocrate de Bruxelles. Moi, je suis député français au Parlement européen. Je suis constamment sur le terrain, auprès des forces de l'ordre, auprès des forces de secours, auprès de nos militaires, auprès de tous celles et ceux qui défendent la République. Et donc, j'entends qu'ils mettent dans mon mandat. Pour moi, ils sont pas là pour faire du travail technocratique. Ils sont là pour faire du travail politique. Et c'est pour ça qu'on est élu. La politique, c'est s'occuper des gens. Et s'occuper des gens, c'est de faire honneur au mandat qu'ils nous ont donné. C'est mis en conformité par rapport au règlement. On a toujours été en conformité. C'est juste que on a une divergence de vue vis-à-vis du Parlement européen par rapport. Ce que dit pour le moment la justice. C'est pour ça qu'on fait appel. On verra, voilà, la décision en appel. Mathieu Vallée, depuis l'annonce des 40 milliards d'efforts supplémentaires à fournir, le RN qui s'est remis à agiter la menace de la censure, ça fait débat au sein du parti. Vous qui êtes, alors, vous êtes eurodéputé, mais vous avez sans doute un avis sur la question. Est-ce que le RN doit censurer ce gouvernement Bayrou?
Le RN ne doit rien s'interdire. Et quand on voit qu'encore on a des mesures de dingue qui sont prises comme celui de supprimer l'abattement fiscal de 10% pour les retraités, en tout cas dans l'idée du gouvernement Bayrou, j'estime qu'il n'a pas compris les leçons du passé. On s'était déjà battu à l'époque et on en a fait une ligne rouge sur la désindexation des retraites sur l'inflation vis-à-vis du budget 2025. Et c'est donc si je vous suis, pour le coup, abattement de 10% automatique, supprimé éventuellement, en tout cas c'est une piste envisagée par le gouvernement. C'est-à-dire que si ça c'est suivi des faits, censure. Non, moi je dis simplement que c'est Marine Le Pen et avec Jordan Bardella qui décideront, mais oui, moi j'estime que dans le passé c'était une ligne rouge, celle de la Jean-Philippe Tanguy qui est plutôt favorable, lui. Oui, mais bien sûr, sur le précédent budget il était favorable. Vous voyez que comme quoi Malika Sorel, si elle regardait de plus près ce qui se passe dans le parti, elle verrait qu'il y a du débat et c'est tant mieux dans un parti comme le nôtre qui est ultra démocratique de pouvoir discuter entre nous. En tout cas, la décision n'est pas prise, mais effectivement, serrer finalement la ceinture des retraités, encore une fois, ce gouvernement n'a rien compris. Et nous, on est obligé de se battre bec comme bec, pardon, ouais. C'est le lundi de Pâques, sur tous les sujets pour qu'on puisse préserver le pouvoir d'achat et des Français et particulièrement des retraités. Bien quelle est la stratégie que vous suivez. Qu'est-ce qui ferait concrètement que le RN décide de censurer le gouvernement Bayrou? Là, on va être sur la préparation, on parlait du budget 2026. Ouais. Non mais ils anticipent beaucoup, puisque normalement le budget se prépare en fin d'année. Normalement, ça se prépare au dernier trimestre de l'année pour l'année suivante, de la fin d'année. Donc moi, je dis simplement que on va avoir les mêmes lignes rouges, celle du pouvoir d'achat, celle de préserver les porte-monnaies des Françaises et des Français, celle de défendre aussi la sécurité, la lutte contre l'immigration irrégulière. Sans aujourd'hui, Monsieur Bayrou, il s'est endormi. Il est paresseux, Monsieur Bayrou. Sur la proportionnelle, il a rien fait. Sur la lutte contre le port du voile islamique dans les sorties scolaires, il a rien fait. Sur la lutte contre l'immigration irrégulière, notamment l'exécution des OQTF, il y a rien qui a été fait. Donc menace de censure, mais vous dévoilez pas votre jeu pour le moment. Mais parce qu'on n'a pas tous les éléments en main et que M. Bayrou a dit qu'il répondrait favorablement à certaines demandes. Il nous a dit qu'avant l'été, il y aura un texte sur la proportionnelle. Il nous a dit qu'avant l'été, on débattrait de la politique énergétique de la France, puisque Marine Le Pen a écrit à M. Bayrou à ce sujet et qu'il a enfin consenti à ce que la représentation nationale puisse saisir du sujet comme c'est prévu par nos textes. Donc on verra, faut pas être impatient. Voilà. Mais moi je dis simplement, j'ai été aux États-Unis la semaine dernière, notamment dans la ville de New York, rencontrer l'agence fédérale ICE qui s'occupe de la lutte contre l'immigration irrégulière. Vous savez qu'ils ont un taux d'exécution des personnes qui sont clandestines de 60 à 70% dans notre pays. Je vais être très généreux pour un lundi de Pâques, c'est 10%. Monsieur Macron, ça fait 7 ans qu'il est aux responsabilités. Comment ça se fait que sur ce sujet-là, on n'est pas avancé? Pour l'Algérie, c'est pareil. Monsieur Boilem-Sorsel n'est toujours pas libéré. Ce Français de 80 ans qui a atteint d'un cancer, qui est malade, qui est en train de mourir dans les geôles algériennes, parce qu'il ne plaît pas Monsieur Tebboune, le président algérien. La France n'a toujours pas récupéré ce ressortissant. Monsieur Macron ou Monsieur Barrot, quand ils sont en Algérie, ils en parlent absolument pas, ou en tout cas, ils ne reviennent pas avec ce ressortissant. Donc, ils parlent beaucoup, mais ils ne font rien. C'est ça bien le problème. C'est comme pour Mayotte. C'est vraiment un vrai sujet. Vous revenez, vous l'avez dit, Mathieu Vallée, des États-Unis. Venons-en aux droits de douane américains. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en parler sur place, là-bas. Le ministre... Pour rien vous cacher, monsieur, moi j'ai été confronté aux attentats du 13 novembre 2015 aux terroristes islamistes et j'ai voulu rendre hommage au World Trade Center au 11 septembre à ces 2977 victimes du 11 septembre 2001 qui ont été victimes de Oussama Ben Laden, de Al-Qaïda, d'ailleurs qui a repris le pouvoir aujourd'hui 20 ans après en Afghanistan par les talibans. Et pardon de vous le dire, je voulais vous le dire sur votre antenne ce matin, moi je suis très inquiet, l'Europe est en train de baisser la garde face aux terroristes islamistes. En Afrique, notamment au Sahel, on n'y est plus alors qu'on a 58 soldats avec l'opération Berkane à l'époque de 2014 à 2022 qui sont morts pour nous protéger. En Afghanistan, en Syrie, en Irak, c'est pareil. Rappelez-vous, le 11 septembre 2001, les Américains ont été frappés de plein fouet, que ce soit au Patagone, sur les Tours ou en Pennsylvanie, avec des passagers qui se sont avec courage rebellés face aux terroristes parce qu'ils avaient baissé la garde. Et les terroristes islamistes ne pardonnent pas. Si on baisse la garde, c'est pas une uppercut qu'on va prendre. Nos renseignements sont pas à la hauteur aujourd'hui. Si, les services de renseignement sont à la hauteur. Je parle de l'Europe, je parle de l'Union européenne. On est concentré uniquement sur l'Ukraine. Mais le monde, c'est pas uniquement l'Ukraine. Le monde, c'est l'Afrique, c'est l'Asie. Les français sont concentrés aussi sur la menace terroriste. Non, je vous parle de l'Union européenne. Il n'y a pas que l'Union européenne. Mais oui, si. Parce que pour lutter contre les terroristes islamistes et les djihadistes, il faut lutter sur le fait qu'ils prennent le pouvoir. En Afghanistan, en Irak, en Syrie, en Afrique. En Afrique, la France s'est désengagée. Au Mali, au Burkina Faso, dans tous ces pays, vous savez qu'ils parlent français. Emmanuel Macron n'y est plus.
les a abandonnés. Et donc oui, je suis désolé que ce soit l'Union européenne, que ce soit la France en termes de politique étrangère et en termes de protection des intérêts français, la France n'y est plus. Nos services de renseignement, que la DGSI, le renseignement territorial ou la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris ou même toute la communauté du renseignement nous protègent avec courage, on déjoue un attentat tous les 6 semaines dans notre pays. Mais moi je vous parle de l'Union européenne, je suis député français au Parlement européen. Et pardon, mais c'est pas leur sujet principal. Ils attendent sûrement qu'il y ait des futurs attentats et qu'on soit frappé. En parlant de l'Europe, en parlant de Bruxelles, est-ce que si un jour Bernard Arnault, le patron d'LVMH, décide d'augmenter sa production aux États-Unis, est-ce que ce sera la faute à Bruxelles, à l'Europe, comme il le dit? Mais oui, Bruxelles est devenue technocratique et ne protège pas les intérêts européens. Mais vous savez que on avait été lucide, vous le relevez pas, enfin personne ne le relève, mais Marine Le Pen et Jordan Bardella avaient dit attention, si Monsieur Trump arrive à la Maison Blanche pour un second mandat, il sera brutal, il sera ferme, il défendra les intérêts économiques et douaniers des États-Unis, ça sera une guerre sans merci, c'est ce qu'il est en train de nous faire. Mais nous, on ouvre finalement la porte et les fenêtres à tous les pays du monde sans nous protéger. Les traités de libre-échange, le CETA, le Mercosur. L'Europe, c'est 450 millions de consommateurs, c'est pas rien, c'est une force en pouvoir de négociation importante. En tout cas, ils l'ont pas démontré. C'est dommage qu'ils en aient pas fait. Pour l'instant, on verra. Oui, mais pour l'instant. C'est ce que vous attendez en tout cas. Vous avez un espoir. Vous avez un espoir que l'Europe puisse négocier. On est au Parlement européen, donc nous on va pousser pour négocier. Quand Jordan Bardella se bat pour abattre le Green Deal, ce pacte vert, c'est-à-dire ce pacte qui met à genoux nos entreprises, c'est-à-dire sur l'électricité, on voit qu'on a par exemple l'extrême gauche et les écologistes qui veulent arrêter le nucléaire, mais avoir le nucléaire aujourd'hui, c'est permettre aux entreprises de payer des factures d'électricité moins chères. Aujourd'hui, arrêter toutes les subventions et le pognon de dingue qui nous coûtent sur les éoliennes ou sur l'éolienne en mer ou sur le photovoltaïque, c'est pareil. Non mais nous on a un projet global. Sur ce point, oui, mais vous rejoignez du coup Bernard Arnault Non, moi je rejoins Bernard Arnault qui est patriotique. Il paye des impôts en France, il paye un impôt sur les sociétés, il recrute des milliers d'emplois sur notre territoire national. Et moi je suis pas dans le Arnault bashing. Je respecte nos chefs d'entreprise. D'ailleurs, il n'est pas le seul à se plaindre aujourd'hui de l'inflation normative. Vous imaginez que la France est devenue la faillotte de l'Europe. Déjà que l'Europe nous accable de normes, de surtransposition, de directives par rapport aux pays du monde. Et en plus, la France fait toujours double jeu comme pour nos agriculteurs. Mathieu Vallée, peut-être un peu plus léger pour conclure. Vous êtes lillois d'origine? Oui, absolument, ouais. Vous n'avez pas échappé que Martine Aubry a démissionné? Il était temps parce que la ville était en train de mourir et que finalement, je pense pas que... Est-ce que vous voyez en futur maire de Lille, vous-même, Mathieu Vallée? Est-ce que c'est une possibilité? J'y réfléchis, c'est vrai, c'est ma ville. Quand un politique dit j'y réfléchis, en général, c'est qu'il le souhaite. Écoutez, vous avez peut-être plus d'expérience que moi sur les gens que vous interviewez. Non, mais si j'avais envie d'y aller, je vous dirais, j'ai envie d'y aller maintenant et je me présente. Pour l'instant, c'est pas mon sujet, je suis concentré sur mon mandat européen. Les municipales, c'est dans 1 an. Effectivement, qu'il faut tous s'engager. Je pense que quand on a eu la chance d'être sur la liste de Jordan Bardella, il faut qu'on puisse se présenter aux élections municipales, qui est la prochaine grande échéance des Françaises et des Français. Lille, j'y suis né, j'y ai grandi, j'y suis né dans la maternité Roger Salengro, qui depuis a fermé et été rouvert à Jeanne de Flandre dans le grand centre hospitalier régional à Lille Sud. Donc je dis simplement que oui, il y a beaucoup de sujets sur la sécurité, mais je vais vous étonner, je suis en train de participer avec Sébastien Chenu et toute l'équipe du Nord à un programme pour les municipales à Lille, ça je peux vous le dire, et on va aussi étonner les gens sur l'éducation, sur la culture, sur les entreprises, sur le logement, sur beaucoup de sujets. Les Lilloises et les Lillois attendent un rebond, finalement... À 360, pour le coup. Oui, Martine Aubry, pareil, elle aurait pu être chez les macronistes, elle s'est endormie et la ville est en train de mourir aujourd'hui. Est-ce que vous certifier, Mathieu Vallée, que vous ne serez jamais candidat? Ah non, mais je dirais, non, mais en politique, on dit jamais, je suis pas M. Dupond-Moretti. Au bout d'un moment, on sait jamais de quoi l'avenir est fait. Est-ce que vous savez, vous-même, si j'aurais été candidat aux élections européennes il y a 1 an, ça va faire 1 an que je suis député européen? Non, c'est des choses qui sont finalement des choix personnels et ça se prend pas à la légère. Lille, c'est une grande ville, c'est une grande métropole et c'est pour ça que j'y réfléchis. Mais avant de travailler sur les candidatures, moi je travaille sur un programme. Vous y réfléchissez d'abord le programme Mathieu Vallée. Je rappelle. Je pense que vous m'inviterez d'ailleurs. Oui, bien sûr. Pour l'instant, en tout cas, vous êtes toujours député européen, porte-parole du RN. Un grand merci d'avoir été avec nous. Grande fierté, merci de votre invitation. Ce matin sur Sud Radio. Très bonne journée. Nous, on se retrouve dans un instant. 08 126 300 300. Vous réagissez à l'actualité. Toute l'actualité, c'est Manu qui vous attend au standard.